Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cet épisode je suis rejoint à nouveau par Vincent. Salut Vincent. Salut Mythe, salut tout le monde. Alors Vincent, la famille Carton C s'agrandit, mais je continue d'avoir mes hôtes répondre à l'appel. Toujours avec plaisir. Donc Vincent, j'ai eu besoin de tes services pour cet épisode parce que il s'agit d'un jeu auquel toi et moi avons joué, un des jeux qui a marqué l'actualité jeux vidéo de l'année 2023, et dont je pense que toi et moi avons eu une expérience suffisante pour avoir des choses à en dire, ce qui est la condition sine qua non pour pouvoir évidemment faire un bel épisode de Hot Takes et Slow Burn. Ça sera parfaitement d'accord. Je l'ai saigné, je l'ai bien saigné le jeu, toutes les quêtes annexes, tout ce qu'il faut. Je l'ai pas relancé suite au dernier patch, je pense que j'irai faire les DLC parce que je suis un gros jompi. Mais au-delà de ça, on a fait. C'est pareil. Bien tâté. J'ai joué à la démo, j'ai trouvé ça très bien, j'ai acheté le jeu, j'ai saigné le jeu pareil, et donc on va... Je l'attendais au tournant, je l'attendais fort au tournant. Tu vois. Produit par le type qui a redressé Final Fantasy XIV, musique composée par le compositeur usuel de Final Fantasy XIV, il avait tout pour me plaire à la base. Oui, parce que ce jeu, c'est Final Fantasy XVI qui est sorti en juin dernier, en juin 2023, sur PlayStation 5, et qui, un jour, sortira sur PC. Sur PC. Mais c'est pour ça que j'ai pu y mettre tant d'heures, du coup, juin, évidemment, le congé paternité. La boîte de Pandore de la création de podcast. De la création de podcast et de l'abus de jeux vidéo. Et donc, ce Final Fantasy XVI a été réalisé par Hiroshi Takai et Kazutoyo Maehiro, scénarisé par Kazutoyo Maehiro. La musique a été composée, comme tu le disais, par Masayoshi Soken. Masayoshi Soken, et à la production, on retrouve Yoshipi, dont le nom complet m'échappe, c'est Naoki Yoshida. Dedans. Naoki Yoshida, je te remercie. C'est le Creative Business Unit, je sais plus, je crois que c'est 3, non ? Ça c'est pas très très grave, mais c'est une unité de chez Squaresoft qui est normalement toute dévouée au développement d'FF14, hein, le MMO multiprimé, multivitaminé, tout ce que vous voulez, dont l'essai est gratuit jusqu'au niveau 70. Bref, renseignez-vous, hein, Google it if you want, venez nous dire sur Discord. Dites-nous sur Discord si on s'est trompé. Hein. Vous connaissez à force. Et donc, qu'est-ce que c'est Final Fantasy XVI finalement ? Pour t'être extrêmement utile, Mythe, et je sais que tu aimes quand on t'est parfaitement utile, le 16e opus de la série Final Fantasy. Non, ne me remercie pas. Ne me remercie pas, vraiment, ça me fait plaisir. Mais non, au-delà de ça, c'est surtout un retour un petit peu étonnant après l'investissement pas forcément gagnant qu'a été Final Fantasy XV. Une volonté de la part de Square de laisser la main à des gens qui jusque-là ont pas trop pu en montrer au-delà du développement du MMO, parce que c'est quand même deux choses différentes. Je veux dire, développer un MMO, développer un mainline Final Fantasy, c'est pas exactement le même truc. Et c'est peut-être aussi une des premières fois qu'on a un Final Fantasy numéroté pour lequel l'annonce est faite à moins d'1 an de la sortie. Donc où la volonté des devs, ça a été de ne rien montrer tant qu'ils n'avaient pas quelque chose de tangible à montrer. Mais c'est aussi pas un RPG tour par tour comme on pourrait s'y attendre. Ça suit la tendance et la volonté de Square Enix
d'aller vers le jeu d'action, en faisant cette fois-ci le grand pont, puisqu'ils sont carrément allés débaucher une personne qui travaillait sur Devil May Cry 5 pour tout ce qui a été la création du système de combat Absolument. du Ce jeu. qui fait qu'on a voilà, ce jeu avec des combats où c'est vraiment de l'action, avec des esquives où il faut avoir le bon timing, des attaques avec des combos où on peut enchaîner des capacités spéciales de manière créative pour s'envoler, rebondir sur la tête des ennemis, jongler avec les ennemis en l'air avec les coups d'épée et essayer d'avoir comme ça vraiment les séquences les plus stylées et les plus originales possibles pour venir à bout de tout ce beau monde qui s'oppose à notre protagoniste. Et en sachant que malgré tout ça, on reste sur un système de jeu de combat d'action un peu light pour ne pas complètement dégoûter les fans de Final Fantasy qui à l'origine ne sont pas particulièrement, on le redit, pas particulièrement Alors plus c'est vrai des joueurs que de jeux ça d'action. c'était un des trucs que moi j'ai vraiment apprécié à propos du jeu, c'est que on a vraiment le contrôle sur la difficulté dans la mesure où on peut vraiment à la fois choisir à quel rythme vont se passer les combats, à quoi il va falloir faire attention ou pas, est-ce qu'on va autoriser que les esquives soient automatiques, est-ce qu'on va se concentrer sur... est-ce qu'on va essayer de jongler avec le compagnon animal ou est-ce qu'on veut se concentrer juste sur le personnage qui a l'épée. Il y a plein d'éléments de gameplay qu'on peut vraiment paramétrer exactement selon son goût et selon ce qu'on attend du jeu pour vraiment avoir une expérience de jeu sur mesure qui nous plaît le plus possible. Tout à fait vrai. C'est d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, par l'utilisation d'accessoires supplémentaires. Absolument. Ce qui fait qu'il y a aussi du donnant-donnant vis-à-vis des possibilités de gameplay, puisque on peut soit avoir les options d'accessibilité sous la forme d'accessoires ou utiliser des accessoires qui modifient ou améliorent les capacités du personnage. Et c'est pareil, ça crée de la décision sans que ça pèse trop lourd, parce que quand on a le maximum d'options d'accessibilité, d'ailleurs il y avait des tweets là-dessus qui étaient un petit peu mensongers, avec Jean-Michel qui appuyait juste sur carré sur sa manette, il la tenait à une main, il buvait son café de l'autre et il gagnait les combats. Alors oui, le jeu il peut être comme ça si on fait en sorte que le jeu soit comme ça, mais c'est un peu stupide de reprocher au jeu d'être trop facile quand on a mis toutes les options d'accessibilité. C'est un petit peu comme si tu fais couler ton bain avec que de l'eau froide et qu'après tu te plains d'avoir froid quand tu t'immerges dedans, quoi. Puis en grand 2023, quasi 2024, il serait peut-être temps d'arrêter de faire croire aux gens que la difficulté dans les jeux, c'est le summum du fun et du bien. Je repenserai toujours à ce fameux tweet, je ne nommerai pas le tweetos par ailleurs, mais de la personne qui disait « je comprends pas le jeu, il est horriblement difficile, pourtant je l'ai lancé en hard comme tous mes autres jeux. » Prends 3 secondes, pense-y. Ouais, Le problème est assez évident à repérer. Oui, et oui, en plus, c'est ça. Être à la recherche de défis, c'est tout à fait louable. Ne pas être à la recherche de défis, c'est une manière tout à fait valable de consommer du jeu vidéo aussi. Et plus il y a de... Enfin, il y a pas de coût en termes d'impact sur le public. En termes de développement, il y a du coût, évidemment. Mais il n'y a pas de coût en termes d'impact sur le public à avoir une expérience qui est complètement customisable. Non, puisque tu n'es pas obligé de toute façon d'en faire autre chose que ce que toi tu veux. Tu veux jouer en normal, tu joues en normal. Tu veux jouer en hard, tu joues en hard. Je le redirai, Last of Us 2 m'avait permis par exemple d'avoir une espèce d'aim assist qui me facilitait grandement les tirs à la tête. Je n'en ai que plus apprécié le jeu. Oui, bah ça, c'est ça. C'est en fait, faut un peu foutre la paix aux gens, quoi. Mais oui, voilà. Ouais,
C'est clair. Donc, de ce point de vue-là, le jeu, il est bien. Une fois qu'on a trouvé ces réglages optimum pour l'expérience de jeu qu'on va avoir, moi, je trouve que ce système de combat, il fonctionne bien. Parce qu'on récupère au fur et à mesure du jeu des nouvelles capacités, des nouveaux pouvoirs qui vont avoir un impact non négligeable sur ce qui est possible de faire ou pas en combat. Et donc, ça veut dire qu'il va aussi y avoir de vrais choix tactiques sur quelles capacités on va équiper ou non, parce qu'on peut pas avoir toutes les capacités en même temps. On n'est pas dans Fable. Pardon. Et donc, ces choix-là, ça va aussi avoir des conséquences sur l'expérience qu'on va avoir. On peut se retrouver dans des situations similaires. On peut même rejouer des niveaux pour tester des builds, hein, comme on dit dans le monde merveilleux du MMO. Et se rendre compte que y a certaines situations qui vont être hyper faciles à régler avec certains combos de capacités, et les mêmes situations avec un autre style de jeu peuvent être beaucoup plus problématiques, parce que il y a des situations avec beaucoup d'ennemis à l'écran et il y a des capacités qui sont plus fortes en 1 contre 1, et inversement. Les ennemis, bon, ils sont pas aussi vicieux que dans Devil May Cry 3, mais faut pas non plus les prendre pour des demeurés. On peut se faire avoir sur certaines animations d'attaque si on n'est pas assez attentif. Donc, d'un strict point de vue de gameplay moment par moment, moi j'ai trouvé que ce jeu-là, c'était une réussite. Je pense honnêtement, je pense que je peux m'accorder avec toi. Je trouve juste, c'est le seul défaut que je lui trouverais à la rigueur, c'est, comment dire, t'as pas vraiment d'invitation à aller à trifouiller le système. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de faire qui seront extrêmement viables. Ne pas changer d'icône de tout le jeu, c'est extrêmement viable. Tu peux finir avec tes icônes de base sans aucun problème, en réalité. Juste upgrader à chaque fois que tu en récupères un, c'est très viable aussi. Aller chercher le combo parfait, je me suis pas vraiment posé la question à un moment ou à un autre, personnellement. Moi, j'ai joué en mettant à jour. Il y a juste un moment où j'ai rétrogradé ce que j'ai pas aimé Odin. Typiquement, j'ai pas du tout aimé la façon dont il se jouait. Je suis repassé en arrière. De mémoire, j'avais fini avec... Je crois que c'était Titan Bahamut Shiva pour moi. C'est absolument dégueulasse comme build. Hein. Tu fais des esquives, tu glaces tes ennemis, tu balances des gros météores sur la gueule de tout le monde avec avec Bahamut. Tu mets des grosses patates de forêt avec Titan. C'est... Voilà. Globalement. Oui, alors bon, là ça va être un petit peu technique. Après, je vous promets qu'on va être moins technique, mais en fait, Odin, son gameplay, le truc qui lui est vraiment propre, c'est de pouvoir faire le fameux Antetsuken pour les connaisseurs de Final Fantasy, hein, où on one-shot tous les ennemis à l'écran. Donc quand il y a beaucoup d'ennemis, charger la jauge de Zantetsuken au maximum pour faire l'animation qui va faire sauter 50 ennemis d'un coup, ça peut être rentable. Mais en fait, une des particularités d'Odin, c'est que le héros, donc Clive Rosefield, au lieu de prendre son épée habituelle, il prend la fameuse épée d'Odin. Et c'est des attaques avec des animations très différentes, et surtout des animations très longues qu'on peut pas arrêter, un petit peu à la Dark Souls. Pour combler ça, il y a un des pouvoirs d'Odin qui est tout simplement une annulation d'animation, où tu reviens au neutre de ton personnage pour pouvoir enchaîner avec autre chose, ou alors pour pouvoir te remettre à esquiver, à te mettre en garde, et ainsi de suite. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que ce pouvoir-là, donc, il sert à ça quand tu joues le build normalement, mais en réalité, tu peux aussi voir ça comme ce que dans les jeux de combat Arc System Works, on appelle un Roman Cancel, c'est-à-dire une manip qui permet d'interrompre l'animation d'une attaque et profiter du fait que l'ennemi est encore chancelant de l'attaque qu'il vient de recevoir pour en lancer une autre et continuer l'enchaînement.
Et je m'attendais pas, dans un jeu comme ça, à voir ce genre de mécanique émerger. Donc, il y a... Y compris dans... Et en plus, moi, j'ai beaucoup aimé le gameplay de Odin, justement. Toi, tu l'as pas aimé, et ça montre bien que on peut s'y retrouver avec des choses très très différentes selon les situations. Moi, j'avais tendance à changer de build aussi en fonction des combats que je menais. Il y avait des situations où je me disais ah tiens là je sens que ça va être mieux avec cette combinaison là. Tiens là je vais changer pour pouvoir faire cette combinaison là. Et donc moi j'ai cherché vraiment ce qui me convenait le mieux et donc j'ai essayé un petit peu tout et je pense aussi que nous on l'a pas fait, mais si tu fais du score attaque sur les niveaux rejouables, ça devient important de te poser la question de quelle capacité tu vas équiper, quels enchaînements tu vas te permettre de faire ou pas pour maximiser ton score, puisque c'est vraiment un mode où tu vas chercher à avoir le meilleur score possible. Alors, oui, il y a ça aussi. Il y a de mémoire du score attaque aussi d'accessible avec des tablettes de pierre un peu partout dans le jeu. Ça, j'ai quasiment pas touché. Hein. J'ai fait surtout l'histoire et les missions annexes. Le reste, scoring dans ce genre de jeu Ah bah c'est dans l'ADN du genre. c'est dans l'ADN du genre, mais c'est pas ce qui m'attire le plus, curieusement. Ah oui, bah et ça ensuite c'est. Moi je trouve que c'était bien de le proposer avec des récompenses un tout petit peu plus tangibles, pas forcément des trucs de ouf qui font que tu te sens obligé de le faire, mais avoir une récompense un peu plus tangible que juste du bragging right parce que t'as eu un meilleur score que tes copains, ça aurait peut-être incité un peu plus à aller voir du côté du score attaque. Et c'est là que tu touches pour moi un des plus gros problèmes du jeu, la récompense. Que ce soit l'équipement, le leveling ou à peu près tout ce qui fait normalement un RPG, je trouve que l'impact est quasiment nul dans ce jeu en fait. Il s'en sortirait mieux s'il n'avait pas embarqué avec lui ces caractéristiques de RPG qui finalement sont pas très bien assumées. Parce que du coup, bon, on va pas se mentir, dans un JRPG usuel, on va avoir de l'équipement on the beat. Je pense, nouvelle ville, nouvel équipement, nouvelle situation, nouveaux équipements. Oh, un coffre, de l'équipement. Globalement, on sait à peu près quand on va changer son stuff. Mais là, dans ce type de jeu-là, ça ne marche pas aussi bien. Dans un DMC5, le rythme auquel tu vas trouver les nouvelles armes de Dante, c'est parfait. Il y en a quoi ? Il y en a 4-5, si je dis pas de bêtises, il n'y en a pas tant que ça. Oui, et c'est vraiment des nouvelles armes avec du nouveau gameplay à chaque fois. Voilà. Et là, au final, c'est quelques points de stats pour une nouvelle arme, une nouvelle esthétique qui, je ne vais pas mentir, la plupart du temps est quand même relativement hasardeuse. Le design des épées, car le design du personnage principal, il y aurait des choses à redire. Hein. Il y aurait. Mais bon. Oui, mais bon, C'est pas le pire que la série ait offert, donc admettons. Mais, au fond, seul truc qui change sur ton perso quand tu changes, c'est quand tu changes d'arme. Si tu changes d'arme, tu changes même pas d'armure. Je crois que c'est juste des accessoires de mémoire, bracelets et bagues. les changements d'armure, c'est purement lié à l'histoire. Oui, en plus, ils sont purement liés à l'histoire. De mémoire, 3 ou 4. 2 ou 3 plutôt. Mais ils sont purement liés à l'histoire. Et bref, tout ce système de récompense, même le leveling, c'est très creux en réalité. Il y a au-delà de l'équipement de tes icônes, il n'y a pas vraiment de build possible. Tu ne mets pas de points de capacité ou que ce soit. C'est vraiment ton pool de santé et tes MP qui vont augmenter, mais à la rigueur, je trouve pas que ce soit fait d'une manière extrêmement convaincante. C'est Oui. le défaut du jeu pour moi. Oui, c'est vrai que il a le cul entre deux chaises de ce point de vue-là. Le jeu sait pas s'il a envie d'être. Enfin, voilà, il franchit pas complètement le Rubicon en fait. Il n'arrive pas à se débarrasser de ses racines de JRPG, et donc on se retrouve effectivement avec un rythme de jeu qui est pas celui d'un Devil May Cry ou d'un Bayonetta,
Et il y a des moments où tu t'en rends compte et où tu te dis ah mais c'est con ça. Par exemple, moi le truc qui m'a le plus saoulé de ce point de vue-là, parce que bon après moi je suis bon client, les quêtes annexes j'ai trouvé que elles apportaient une narration hyper bien pensée. Donc moi Qu'on la veuille ou qu'on ne la veuille pas, moi je suis d'accord avec ça. J'ai vécu les quêtes annexes abusives d'FF14, j'aime autant vous dire, on en est très très loin. Vous pouvez ne on pas en est aimer, vous extra. pouvez dire que c'est du trop, mais elles sont annexes. Rien ne vous y force. Rien ne vous y force, mais ça change pour moi beaucoup le contexte de la quête principale. Mhm. Et ça répond à pardon, ça répond à la personnalité de Clive. Donc moi ça m'avait beaucoup intéressé. Et parmi les dernières quêtes annexes que tu fais dans le jeu, il y a des quêtes annexes où tu as des récompenses qui pour le coup sont d'un de prime abord assez tangibles puisque tu as des compagnons qui vont te suivre définitivement et sans retourner sans raison à la base et ne plus être avec toi en théorie jusqu'à la fin du jeu. Donc tu te dis bah cool, ça devient comme un FF à l'ancienne. J'ai mon petit groupe avec mes petits copains avec moi. Et puis tu finis tes quêtes annexes. Tu te dis ben voilà, je vais pouvoir faire le dernier donjon avec ma fine équipe, c'est cool. Et le dernier donjon, c'est un QTE à l'issue duquel il y a une cinématique où tous les copains sont séparés, donc Clive est tout seul, malgré la promesse des récompenses de ses quêtes annexes. Euh, tu marches dans un couloir et c'est le boss final. J'avoue, c'était un peu la douillette, ça. Là, bon, on sent que le budget n'était pas pharaonique sur le jeu à ce moment-là. Ça, c'est une de mes grandes théories. Je me demande dans quelle mesure ce jeu n'existe pas parce que Yoshida est gentiment allé taper à la porte du CEO Square Enix en disant « Je peux le faire, patron, je peux le faire ». Dans quelle mesure il lui aurait pas été répondu « Ok, d'accord, mais t'auras pas un budget... t'auras pas le budget habituel d'un mainline Final Fantasy. T'auras ce qu'on pourra te donner et tu te démerdes avec. » Ouais, il y a un faisceau d'indices. Hein. Et Il y donc, a un ouais, gros là, faisceau c'est... d'indices. Il y a des petites limites techniques, graphiques. Mais bon, dans l'ensemble, on n'est pas sur un jeu laid, on n'est pas sur un jeu qui fait pas ce qu'on attend de lui, au final. Ah non, pas du tout. Et même moi, j'ai beaucoup aimé les graphismes. Les environnements étaient chouettes. Moi, je me suis Et pas dit, ouais, il est chum le jeu. non, c'est pas exactement ça, mais il y a quelques petits moments de pauvreté visuelle. Il faut un peu les chercher. C'est dans certains décors, certains endroits, Oui, des, c'est vrai. des moments de vide, de répétition, Ouais, il y a ou des même moments où ça fait pas fini. C'est vrai, ça, je suis d'accord. Il y a des voilà. moments où tu vois un peu la peinture qui a pas fini de sécher. Et voilà. Belle allégorie. Et on parlait du dernier boss et des compagnons. Donc, ce jeu, il parle de quoi finalement? Il parle de Clive Rosefield, qui est un riche héritier d'une famille noble sur le continent de Valistea. Hmm. Et une suite d'événements extrêmement tragiques va le mener à tout perdre et devenir soldat esclave pour une armée qui n'est pas celle de son pays. Pour l'Empire des Et méchants. pour l'Empire des méchants, et en même temps, est-ce que c'est vraiment eux les méchants? L'histoire est complexe. Il y a des gens qui disent qu'elle s'effondre aux 2/3, 3/4. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle s'effondre, mais il y a un changement de ton qui paraît un peu incongru si on fait pas les quêtes annexes. Oui, il y a un moment. Alors, il faut bien voir une chose. Pour raconter cette histoire,
J'ai revérifié, donc maintenant je peux le dire, la Creative Business Unit 3, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a décidé de se baser assez fortement sur des œuvres de fantasy et pas des moindres, notamment Game of Thrones, dont l'intégralité des saisons a été distribuée un petit peu à travers l'équipe, avec la consigne de le regarder avant de commencer l'écriture du jeu. Ça se sent beaucoup jusqu'aux 2/3, et aux 2/3, effectivement, il y a un shift qui s'opère et où on retrouve plus un Final Fantasy. Exactement. Et les graines de Final Fantasy sont semées assez tôt, hein. C'est-à-dire que Oui. vous attendez pas à de la fantasy minimaliste avec beaucoup de politique et peu de magie. Ça dure un temps, mais très vite il y a de nouveau des vaisseaux spatiaux et des cristaux magiques bizarres et ce que j'ai envie d'appeler affectueusement du bullshit de JRPG, mais c'est pour ça qu'on joue à ces jeux, donc c'est bien que ce soit là. Oui. Alors ça, le bullshit de JRPG, il est là, mais c'est celui qu'on veut, c'est celui qu'on aime. On est d'accord. Le seul truc, encore une fois, le seul truc, c'est pas le seul truc, puisqu'on a déjà quelques plaintes derrière nous. Sur l'écriture, il y a quand même un truc, moi, qui m'a chiffonné jusqu'au moment où ça redevient, entre guillemets, un Final Fantasy pleine balle. Donc vraiment sur la fin, mais tout le moment où ça essaye de faire de la fantasy à l'européenne, ça donne cette impression très malencontreuse que les thèmes sont absorbés, mais pas digérés, et juste recrachés tels quels. Alors Délaissés oui, pour la shock value, des scènes. Enfin, tu peux presque prendre certains moments du jeu et te dire ah ouais, ouais, c'est tel épisode de Game of Thrones, ouais. c'est ça. Je veux dire, bon, très rapidement, tu parlais des événements malencontreux qui amènent Clive à devenir un soldat esclave. La scène qui l'amène à ça, c'est vraiment à rien du Red Wedding. Oui. C'en est presque navrant à ce niveau-là. J'irai pas blâmer. Je pense que l'idée de base est juste pas la bonne, en fait. Ça part d'un bon sentiment. On veut faire une histoire peut-être moins typée japonaise. On veut peut-être essayer de retirer un peu cet aspect, ouais, je sais pas, cet aspect personnage loufoque dans un univers où on sait pas trop si ça va être du fantasy, pas de la fantasy. Enfin bref, on veut essayer de gommer cet aspect-là, on veut lui donner un côté plus européen, mais on n'a pas forcément les codes. Et ça se sent vraiment, dans, surtout dans le début du jeu. Ouais. Ça se sent aussi dans la ça... maladresse des propos autour de la autour de condition certains thèmes, de... ouais. Alors, Ah ouais, ça c'est... il y a, ouais, il y a un gros problème effectivement vis-à-vis du thème de l'esclavage. Alors, je veux pas me prononcer trop avant sur ça parce que le jeu va au bout de son propos si on fait toutes les quêtes annexes. Donc, Oh, il à y la va, ça rigueur, y a pas... Oui. on peut juger le jeu vis-à-vis de ce qu'il dit directement. Et en plus, je suis ni expert ni concerné en termes d'esclavage. Donc, loin de moi l'idée de me mettre en position en position de sachant. Le seul truc que je vais me permettre de dire, c'est que certes, ça parle pas forcément d'esclavage avec toute la délicatesse que le sujet mérite, mais c'est aussi une histoire et une manière de raconter qui parle d'esclavage sans parler de commerce triangulaire. Et donc, je me permets de penser que c'est un truc à garder à l'esprit quand on juge le traitement du thème par le jeu. Oui, ça, je suis assez d'accord. Encore une fois, pour aller au bout du truc, il faut vraiment bien faire toutes les fucking quêtes annexes.
Il y a une explication, elle vaut ce qu'elle vaut. Tout le problème est aussi à recouper avec les déclarations que moi je trouve assez malencontreuses de la part de Yoshida sur l'absence de représentation dans le jeu. Je vous Ouais, laisserai y revenir par vous-même parce que, bon, encore je... une fois, moi ça me titille pas dans le c'était bon pas la sens peine, hein. personnellement. Ouais, Mais c'était pas la peine, c'était pas la peine. C'est sûr. Donc après, ouais, bon, est-ce il y a qu'on ces peut plaider trucs-là le qui sont assez décalage malheureux. culturel, tout ça. Bon. Bah, tu l'as Mais, dit toi-même, hein, des thèmes assimilés mais pas digérés. hmm, Bah, je pense que c'est aussi des débats et des discours qui sont pas menés avec le même point de vue sur des productions japonaises par rapport à ce qu'on aurait par rapport à ce qu'on aurait vu ou attendu d'une production occidentale, voire carrément d'une production américaine. oui. Oui. Donc bon, Ouais, est-ce que tout ça, c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit avant de lancer le jeu. Ça doit pas vous empêcher de le lancer, par contre. Hein. non, vraiment pas, parce que enfin, je veux dire, Clive est un personnage très attachant. Ses compagnons sont des personnages très attachants aussi. Moi, Tout aussi attachant, si ce n'est plus. je les ai tous bien aimés, moi. Ah, il y a pas, j'en ai pas un que j'ai. Il y a pas un personnage que j'ai détesté dans le jeu en soi. Si je devais Ah, même chercher, je pourrais peut-être éventuellement dire que le plus faible en termes d'écriture, ce serait Clive lui-même. non, je trouve que c'est le boss final le plus faible en termes d'écriture. Ah, le boss final, c'est compliqué. Hein. C'est Encore, comment dire ça. ça me rappelle un peu ce boss final un peu ex nihilo d'FF9. Alors, Alors, on tire un peu de ton fiac. Hein. à Il est, ceci près qu'il est présenté très tôt. il est présenté plus tôt, je suis d'accord. Mais je suis Mais méchant parce que je suis méchant. ouais, c'est un peu ça. Oui. Et puis, je tirais les ficelles. Oui, mais enfin, quel bénéfice tu tirais à tirer ces ficelles comme ça Si je tu suis les tirais méchant. avant, pourquoi t'as décidé de tout changer maintenant? Parce que je suis très méchant. Non, c'est terrible. Hein. Ça, c'est un gros écueil Final Fantasy. Ils y retombent encore dedans. Ouais, c'est pas la première fois, hein, c'est sûr. C'est pas Sephiroth à chaque fois. Hein. Non, ça peut toujours gagner dans ces niveaux-là. Mais ouais, bon, bah voilà quoi. Et une fois que c'est dit, on a quand même un tout qui est vachement cohérent, vachement agréable à jouer. Et avec des moments extraordinaires. C'est-à-dire avec que. des moments extraordinaires et surtout très donc, au-delà de ce que la critique a laissé penser quand le jeu est sorti. oui, parce que en fait, un des trucs dans le jeu, c'est que donc il y a ce gameplay de base où on joue Clive avec son épée, machin. Mais dans la mythologie du monde, il y a ces fameux. Toi, tu disais le nom anglais, Eikon, les primordiaux, des esprits élémentaires qui s'incarnent dans des personnes qui s'appellent des émissaires. Et quand ces émissaires se transforment en primordiaux, ça donne lieu à des séquences de combats dantesques où on joue un monstre géant qui se bat contre un autre monstre géant. Et ces séquences sont à chaque fois complètement folles. Tu les sens les tartes, hein. Tu les sens bien. Hein. Le combat contre Titan, où on a donc ce jeu qui jusque-là fait de la fantaisie avec de la musique de JRPG bien comme il faut. On se retrouve à courir sur des tentacules, à faire limite du grinding comme en roller sur les tentacules, sur de la jungle complètement folle au milieu du désert. On joue plus à FF16, on joue à Sonic Adventure 2. Voilà, on a cette musique de jungle complètement folle et il y a des séquences de boss qui sont encore plus dingues après. Ah oui, non, c'est pas le bout des surprises, effectivement. Hein, à partir de là, le chemin est droit, mais la pente, hein, tout ça, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc on s'en lasse pas. Et le truc, c'est que justement, si on regarde un petit peu comment le jeu est fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il a divisé est assez structurelle. C'est-à-dire que si on y regarde de plus près, on a ces séquences où on fait du grinding sur des tentacules avec de la musique complètement folle, suivi
d'une séquence dans l'espace contre un boss qui s'écrase comme un météore sur la Terre. Oh oui, oh oui. Faudra pas l'oublier, celui-là, effectivement. On a un sidekick rigolo qui est beaucoup plus jeune que le héros, mais qui est aussi très très bricoleur et qui fabrique un avion. On a Non. 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 on a un héros avec des pointes et des pics dans son character design. Non. On a des cristaux magiques de couleurs différentes qui octroient une puissance incommensurable aux méchants qui maîtrisent une technologie complètement futuriste et inaccessible aux héros. Je vois où tu vas, Mythe. Non, Final Fantasy XVI n'est pas un roguelite. Ni même un roguelike. Moi, j'ai envie de te dire que finalement, Final Fantasy XVI, c'est un petit peu le Sonic Adventure 3 que personne n'attendait. Et c'est pas vrai. 20 dieux de 20 dieux. On en est vraiment arrivé là pour ça. Bravo. Bravo. Ah bah écoute, tout concorde. Ouais. Clive a même le code couleur de Shadow the Hedgehog. Alors là, par contre, c'est terrible, mais c'est vrai. 20 dieux. Et je pense que c'est pour ça que ça a divisé, parce que tu regardes Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, c'est des jeux qui sont adulés par leur public, mais qui sont moqués par leurs contempteurs. Cet homme va trop loin. Il va falloir lui retirer Internet. J'appelle tout de suite le ministre de l'Intérieur. Et encore, ça va bien se passer. J'ai pas été voir les fanarts, hein, donc je ne sais pas si on peut trouver des images indues de Clive enceint ou des choses comme ça sur les coins les plus interlopes des échanges d'images. Mais oui, les gens se demandaient si un jour Sonic Adventure 3 sortirait. Moi, je pense que voilà, il est sorti le 22 juin 2023 par Square plutôt que par Sega. Bravo. Il fallait oser. Tu l'as fait. Wow. Wow. C'est magnifique. Mais écoute, moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aimé le jeu. Il faudrait que je t'envoie un truc. Ah mais ça va plus loin. Ça va plus loin parce que tu peux rejouer les niveaux en score attaque pour avoir un score parfait. Et si on écoute la VF du personnage de Hugo Kupka, c'est pas le même comédien de doublage, mais c'est une voix qui ressemble à s'y méprendre à la voix française du docteur Robotnik. Ah putain, Hugo Kupka aussi. Il y en aurait des choses à dire sur ce bel homme. Hein. On parlait à un moment des persos pas très bien écrits. Hein. Je pense que Kupka, il est borderline dans le cas. On va le noter. Moi, je reviens là-dessus. Ouais, non, mais c'est vrai que le gars, tout le monde dit que c'est un génie mental, et à chaque fois qu'on le voit, il est plus con que la fois d'avant, donc c'est dur d'y croire. Il manque juste les anneaux, en fait. Il manque juste les anneaux dorés, et... ça doit être ça. Ça doit complètement être ça. Il manque les anneaux dorés et les stages spéciaux. C'est ça. Bon, bah, en tout cas, merci de m'avoir accompagné dans ce ride. Hein. Et je t'en prie. Avec plaisir, ce magnifique ride. Ce grind, même, oserons-nous dire. Ah, on a bien grindé sur les rails, oui. Et pour vous qui nous écoutez, je vous rappelle que Texas Slow Burn est un podcast studio cartoncé. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu, ainsi que Tu vas me niquer la batterie, le podcast qui envoie un coup et qui parle de musique. Et pour 2024, on a même dans les tuyaux un 4e podcast, peut-être chut, pas de marque. Donc, on s'en rapproche très doucement, mais très sûrement. Très doucement, mais très sûrement. Encore plus d'écoute de qualité, bien entendu. Hein. Évidemment, à chaque fois. Donc, retrouvez-nous sur le Discord. Hein, vous pouvez aussi nous retrouver sur Apple Podcast, sur htsb.fr. Vous pouvez nous retrouver sur comment ça s'appelle, Spotify, sur votre podcatcher préféré.
Merci à toi Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Toujours un plaisir. Merci à Paul pour le montage. Merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux du démon sur @takesburn. Envoyez un mail à hottakes.slowburn@gmail.com. Laissez un commentaire 5 étoiles, ça fait plaisir. Et puis voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Merci Vincent d'être venu. Encore une fois, toujours avec plaisir. Et pour ce qui est des réseaux, n'oubliez pas qu'on est également à peu près tous présents sur Blue Sky, si le cœur vous en dit. C'est vrai. Et puis, d'ici là, je suis toujours mythe-la-mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut!